Bonjour, bonsoir, chers auditeurs, et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Petites Obsessions. Mon nom est William et je suis accompagné de ma co-animatrice Hélène, qui, j'en suis certain, est tout aussi heureuse que moi que vous soyez parmi nous aujourd'hui. Ben, avec qui d'autre je voudrais être? Ben moi, un petit peu aussi quand même. Oui, là. mais on s'entend. Les C'est ça. auditeurs. On n'écouterait pas le podcast tout seul. Là, tu sais, Non, c'est ça. Exact. Puis, ben, en fait, une des raisons pourquoi je suis content, c'est qu'on a un gros épisode pour vous aujourd'hui. Et ce, que vous soyez tombé par hasard sur celui-ci ou que vous ayez décidé de cliquer dessus par vous-même. Oh! Parce que oui, aujourd'hui, on parle des plus grandes coïncidences dans l'histoire, donc du hasard. Et on parle aussi d'effets papillons, donc ce qui a pu vous mener à nous écouter aujourd'hui. Hein? J'adore ça. Quelle fine plume je suis aujourd'hui. Donc, je vous invite à réfléchir à ce qui vous a mené à être ici, tandis que nous, ben, On lance le générique. Ben oui, exactement. Will, peut-être que nos auditeurs le savent pas, mais tous les jours, on publie en story des éphémérides. Donc, des événements qui se sont passés à cette même date, mais dans le passé. Oui, plusieurs savent peut-être pas non plus qu'est-ce que ça voulait dire le mot éphéméride, C'est fait que ça. merci de l'avoir expliqué pour eux. Ça fait plaisir. Ça implique évidemment beaucoup de recherches, ce genre de Mhm. contenu-là, mais aussi des trouvailles parfois surprenantes. Comme en juillet dernier, quand je préparais justement le contenu pour les éphémérides de juillet. Ok, je pensais que tu disais en juillet dernier quand tu préparais cet épisode-ci, puis là j'étais comme wow, ça fait longtemps que tu l'écris. Non. Je suis tombée en fait sur l'histoire de la famille Ebin. Je sais pas comment le prononcer, là. E-B-B-I-N. Ouais. Bref. C'est pas tout à fait un éphéméride, mais je suis tombée, c'est ça, sur cette histoire en faisant des recherches, puis je pouvais pas en parler, tu vas comprendre. Le 30 juillet 1974, Neville Ebin, un jeune homme de 17 ans, se promène à mobilette sur Middle Road aux Bermudes. Ok. Malheureusement, Neville a été happé par un chauffeur de taxi, Willard Manders, et il est mort suite à ses blessures. Jusqu'ici, c'est malheureux, on s'entend, Mhm. mais des accidents de la route, il y en a pratiquement tous les jours. Oui, c'est pas quelque chose qui malheureusement sort de l'ordinaire. Exactement. Là où ça sort de l'ordinaire, c'est que le 18 juillet 1975, donc presque un an plus tard, Erskine Lawrence Ebin, le frère de Neville, avec qui il a 1 an de différence, donc J'ai peur d'où ce que ça s'en va. ouais, il se promène avec la même mobilette sur Middle Road, donc la même rue. Tu devines peut-être la suite. Qu'on lui enlève ce permis d'avance à ce tabarnak-là. Il se fait frapper par un taxi. Ok, pas le même. Oui, Ah, le même chauffeur, Willard Manders, sur la même route, avec la même mobilette. C'est quoi les chances? Erskine a le même âge que son frère quand son frère est mort. Et c'est pas tout. Les 2 fois, Willard Manders, donc le chauffeur de taxi, transportait le même passager. Tu me niaises. Je te jure que non, j'ai retrouvé... Je suis Ça a allée aucun chercher bon sens. des archives parce que ça n'a pas de sens. Puis Ouais. évidemment, ben, ça l'a fait la une Aïe, des journaux aïe. là, à l'époque. Fait que c'est ça, si je résume là, pour les gens qui nous ont pas trop suivis. On a 2 frères qui, à 17 ans, ont été tués par le même chauffeur de taxi qui transportait le même passager sur la même route, le tout presque à 1 an d'intervalle jour pour jour. D'où le pourquoi c'est pas tout à fait un éphéméride, mais Oui, mais là, c'est on pour ça que je suis s'entend. tombée là-dessus là, quand justement je faisais des recherches pour ce qui se passait au mois de juillet. Aïe, aïe. Puis évidemment, ben, quand j'ai lu cette histoire-là, j'en croyais pas mes yeux, comme j'imagine plusieurs d'entre nous. Puis tu sais, j'en ai vécu moi aussi des coïncidences, comme le jour où mon voisin du dessus est venu cogner à ma porte pour savoir si j'avais moi aussi des problèmes de chauffage. J'habitais un bloc de 3 appartements à Sherbrooke depuis plusieurs mois, puis je m'étais jamais rendu compte que mon voisin, c'était le petit-fils du conjoint de ma grand-mère. Fait que c'est comme mon demi-cousin, pas par le sang, là, si tu veux. Mhm. Puis je l'avais rencontré une fois à un party de famille quelques mois auparavant. Ouais. Mais tu sais, je savais pas qu'il étudiait à Sherbrooke, tout ça. Le monde est petit, mais c'est sûr que Ouais. tu te demandes c'est quoi les chances. Là. Ouais, puis à partir de ce moment-là, on dirait que je le croisais vraiment plus souvent sur le campus parce qu'il étudiait justement dans la faculté où moi je travaillais depuis 2 ans. Mais tu sais, lui, ça faisait quelques années là, déjà qu'il travaillait, qu'il étudiait en fait à l'université. Puis moi, justement, que je travaillais, on s'était jamais croisés. Puis ça a juste à donner qu'un problème de chauffage a fait en sorte qu'on a fait comme... On s'est déjà vu en quelque part. Mhm. T'es-tu le petit-fils de? T'es la petite-fille de? Puis tout ça. Vous êtes peut-être croisés avant, mais vous l'aviez pas remarqué. Mais quand Ouais. même, c'est... C'est quand même étrange, comme tu dis, le monde est petit. Mais comme on dit, il y a coïncidence et coïncidence. Oui, c'est une phrase très complète, là, effectivement, oui. Non, mais dans le sens, tu sais, moi,
c'est possible là, que je rencontre justement mon Oui, voisin c'est puis que je me pas rende au compte même que je le niveau connaissais déjà. que puis le ça. taxi. Là. Mais là, j'ai eu envie de justement retourner sur les traces de ces concours de circonstances qui ont eu lieu dans l'histoire, puis qu'on se dit « what the fuck », comme justement l'histoire des ébènes qui, pour moi, ça peut juste pas, là, Ouais, c'est fou. pour essayer de voir si, justement, il y avait une explication logique derrière ce type d'événement-là. Fait que je vais commencer par te conter plusieurs histoires, puis après, on va revenir plus à la théorie. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Tamerlan? Je sais pas comment on dit son nom, là, Si mais... tu le sais pas comment le dire, je ne crois pas que j'ai entendu parler. C'est un conquérant turco-mongol du 14e siècle. Ah, ben oui, maintenant que tu le dis. Un descendant lointain de Genghis Khan. Ok, ben lui, ça me va, là. OK. Donc, évidemment, quand on dit du 14e siècle, ça fait quand même plusieurs années qu'il est décédé. Le 22 juin 1941, par contre, il y a un certain Mikhail Gerasimov, qui est un médecin légiste de l'URSS, qui fait exhumer les restes de Tamerlan pour les étudier. Sauf que sur le tombeau de Tamerlan, il y avait une inscription qui disait « Lorsque je reviendrai à la lumière du jour, le monde tremblera. Quiconque ouvrira mon tombeau fera venir un envahisseur plus terrible que moi. » On est en juin 1941. Ben, 2 jours plus tard, Hitler a lancé l'opération Barbarossa, soit l'invasion de l'URSS par l'Allemagne nazie. Tu comprends donc que plusieurs personnes de cette partie du monde ont tenu Gerasimov comme responsable du conflit entre l'Allemagne et l'URSS. Ouais, ben la guerre était déjà assez commencée, là, en 41. La guerre était déjà assez commencée, mais ça reste qu'il y a des gens qui ont fait « Ah, ben, il y avait une prophétie décrite sur le tombeau, le gars, il est allé ouvrir le tombeau, fait que Est-ce c'est sûr un que effet papillon? Ouais, peut-être. Mais d'ailleurs, justement, en novembre 1942, Tamerlan a été remis dans sa tombe selon les rites islamiques, étant donné qu'il était musulman. Et quelques jours plus tard, les Soviétiques ont remporté une bataille à Stalingrad. Donc, est-ce qu'il y a un lien? On sait pas, là. C'est le curse. C'est ça. Ça t'es-tu déjà arrivé, Will, de rencontrer un doppelganger, là, quelqu'un qui te ressemble vraiment, genre Stefano Faita dans MasterChef Québec? On l'a pas écouté, mais effectivement, apparemment, Stefano, c'est moi chauve. Ouais. Mais regarde. Plein de nos amis trouvent que tu y ressembles. Mais t'as un petit air quand même, là. Ah oui, je fais bien de la bonne sauce à spaghetti. Oui, c'est vrai. En général, on s'entend la ressemblance est juste physique, là, entre deux doppelgangers, là, deux sosies. C'est pas nécessairement... vous n'avez pas nécessairement les mêmes intérêts, le même travail, etc. Oui, moi puis Stefano, on est jumeaux à tout point. Ben pour Umberto Renerio, Carlo Emanuele, Giovanni Maria Ferdinando Eugenio di Savoia, ou si tu préfères Humbert Ier, le roi d'Italie de 1878 à 1900. Pour moi, si tu fais juste me dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait exactement le même nom, je vais déjà être flabbergasté, là. C'est pire que ça. OK. Il n'y avait pas tous le même nom, mais en tout cas, bref, ça dépassait le physique. En juillet 1900, le roi remet des prix pour une compétition d'athlétisme et il décide ensuite d'aller se poser dans un restaurant, là, tranquille. Puis il remarque que le patron du restaurant en question lui ressemble grandement. Est-ce qu'on va vivre un Princess Switch tout d'un coup, là? Non, OK. mais ils se sont mis à discuter de leur vie respective. Puis imagine-toi que, bon, les deux hommes s'appelaient évidemment Umberto. Jusqu'ici, ça va, là, tu sais... ça se peut, là, c'est un nom populaire, j'imagine, en Italie à cette époque-là. Mais ils sont nés le 14 mars 1844 dans la même région, auraient tous les deux épousé une femme s'appelant Margarita à la même date et auraient tous les deux eu un fils du nom de Vittorio. Ben là, qui se marient entre eux finalement à la place, là. Ça s'arrête pas là. OK. Humbert Ier, donc le roi, il s'est fait couronner le même jour où l'autre Umberto a ouvert son restaurant. Fait que, tu sais, deux événements quand même importants là, dans leur vie. Le roi est aussi mort le 29 juillet 1900, donc quelques jours à peine après avoir rencontré son sosie, par balle. Il a été assassiné. J'ai pas trouvé le nom complet du restaurateur, mais selon plusieurs sources, dont The Guardian, il serait décédé dans un accident de chasse pas longtemps après. Fait que ça commence à faire beaucoup, là. Effectivement, finalement, l'affaire du nom, c'était rien. Ouais. Mais maintenant, imagine si cette personne, c'est ton jumeau. Est-ce que c'était son jumeau? Non. Là, je te parle de l'histoire de Jim Lewis et Jim Springer. Oui, en plus de porter le même nom, il s'avère que Jim et Jim sont aussi des jumeaux séparés à la naissance parce qu'ils ont chacun été adoptés par une famille différente et qui, par pur hasard, ont décidé de leur donner le même prénom. Mais il y avait une face de Jim, c'est sûr. Ils ont la même face. Mais tu t'en doutes, si je t'en parle, c'est pas seulement parce qu'ils s'appellent tous les deux Jim. Puis parce qu'ils se ressemblent. Oh mon Dieu, quel hasard! C'est ça.
Quoique je le considère quand même assez cocasse, là, Ouais. c'est que les deux Jim ont vécu pratiquement la même vie à moins de 65 km de distance sans être au courant de l'existence de l'autre. Je t'explique. D'abord, chacun d'eux avait un frère du nom de Larry et un chien qui s'appelait Toy. OK. Donc, ils ont donné le même nom à leur chien d'enfance. À l'école, ils adoraient tous les deux les mathématiques et la menuiserie et avaient horreur de l'orthographe. Ils ont commencé leur carrière dans la police et conduisaient une Chevrolet bleu pâle. Ils ont également tous les deux épousé des femmes du nom de Linda, divorcé, puis se sont remariés à des Betty. Ah, ça, c'est drôle. Ça, c'est vraiment drôle. Chaque Jim a eu un fils qu'il a appelé James Allen. Est-ce que James provient de Jim? Tu sais, Jim, je sais pas, là. En tout cas. Peut-être, je sais pas. L'orthographe Quand était même. légèrement différente au Still. niveau du Allen, mais ceci dit, tu sais, Ouais, c'est quoi les chances pareilles, là? il savait pas. Tout ceci sans compter qu'il fumait la même marque de cigarettes, buvait la même marque de bière, avait la même manie de se ronger les ongles, souffraient tous les deux de migraines et adoraient laisser des messages un peu partout dans leur maison à leurs femmes. Les frères se sont rencontrés pour la première fois à l'âge de 39 ans quand un des deux Jim a su qu'il avait un frère jumeau qu'il n'avait jamais rencontré et donc il a fait des recherches. Tu t'en doutes, ils ont fait l'objet d'énormément d'études, de reportages. Je pense que j'ai des déjà trucs comme ça. entendu parler d'eux, là. Les Jim Twins, là, c'est quand même assez connu. Il y a énormément de documentation là-dessus sur Internet si ça vous intéresse de voir leur histoire. Puis leur face. Ouais. Prochaine anecdote. Tu connais évidemment Mark Twain, l'auteur de Tom Sawyer, Mhm. mais savais-tu qu'il a prédit sa propre mort? J'ai déjà entendu cette histoire-là, mais c'est très vague. Fait Ouais. que vas-y. Mark Twain, il est né le 30 novembre 1835, au même moment où la comète Halley se trouvait dans le Ah ciel. oui, c'est ça, oui, je m'en souviens. Mais celle-ci, elle passe aux 75 ans environ. Fait que la prochaine fois, c'était en 1910. En 1909, Mark Twain il a dit « Je suis né avec le passage de la comète Halley en 1835. Elle repasse l'année prochaine et je m'attends à partir avec elle. » Il s'est pas enlevé la Suicidé, vie, là. rien, là, vraiment. Il est juste mort de façon naturelle. Je pense que c'était une crise cardiaque là, Still. qu'il a eue. Le 21 avril 1910, tout juste après le passage de la comète. C'est fou quand même. Parlant de prophétie, le naufrage du Titanic aurait peut-être pu être évité. En 1898, Morgan Robertson publie un roman intitulé Futility qui raconte l'histoire d'un paquebot insubmersible appelé Titan qui, durant son voyage inaugural, entre en collision avec un glacier dans l'Atlantique Nord. Oui, ok, oui. Mettons que ça sonne des cloches. Et autre élément étrange, comme pour la tragédie du Titanic, survenue 14 ans plus tard, le Titan n'était pas équipé d'une quantité suffisante de canaux de sauvetage. Est-ce une coïncidence ou un voyageur temporel? Je sais pas, dites-le nous dans les commentaires. Vu qu'on est sur le sujet du Titanic, parlons de Violette Jessop. Violette, c'est une hôtesse infirmière britannique. Elle était à bord de l'Olympique lorsqu'il est entré en collision avec un autre navire, le HMS Hawke, le 20 septembre 1911. Mhm. Le 15 avril 1912, elle était à bord du Titanic quand il a heurté le glacier. Et c'est pas fini. Le 21 novembre 1916, elle se trouvait à bord du Britannic, un sister ship de l'Olympique et du Titanic, qui a été construit pour être supposément plus sûr que les deux autres, mais qui a fini par couler dans la mer Égée. Donc, en 5 ans, Violette a survécu à 3 des plus grands naufrages de l'histoire. Avec 3 bateaux presque identiques. 3 bateaux presque identiques. Il me semble qu'après le 3e, tu comprends le message, là. Embarque Ben, plus je te dans le dirais bateau. que même là. après le premier, je sais pas si j'aurais remis les pieds sur un bateau. 2 là. peut-être, mais 3, là, c'est too much, là. Mais elle n'est pas la seule dans ce cas de figure. Le 11 septembre 2001, on sait tout ce qui s'est passé. Il y a un Américain du nom de Matthew qui a survécu aux attentats alors qu'il se trouvait au pied des Tours Jumelles. 14 ans plus tard, il a décidé de déménager à Paris et il se retrouvait au Bataclan le 13 novembre 2015. Même s'il a été atteint d'une balle cette soirée-là, étant donné les attentats, il a réussi à s'en tirer grâce à l'assistance d'un journaliste du Monde qui lui-même a été blessé sur place parce qu'il s'y trouvait. Là. Mais donc, il s'est fait porter assistance puis grâce à ce journaliste-là, il a survécu. Et c'est ça, il avait survécu aux attentats du 11 septembre. Je pense que je choisirais le bateau. Genre, mettons, t'as le choix là, entre vivre la vie de la madame ou sa vie à lui. Je pense, je sais pas. Les deux, c'est... Les deux, c'est atroce, là, j'ai l'impression. Là. C'est des événements traumatiques, mais à différentes échelles, j'ai l'impression. Pas nice. Ouais. Là, petit trigger warning pour le prochain, c'est un peu gore. Je voulais pas le mettre au début, mais en même temps, c'est tellement étrange que je pouvais pas passer ça sous silence. Fait qu'au pire... Timestamp maintenant. Allô, c'est William au montage, on se retrouve à 16 minutes.
En 1838, Edgar Allan Poe publie son seul roman, intitulé Les aventures d'Arthur Gordon Pym. L'histoire raconte celle d'un équipage dont le navire part à la dérive. Désespéré et affamé, il tire à la courte paille qui sera sacrifié et fera office de repas. Donc, on parle de cannibalisme. Le malheureux élu s'appelle Richard Parker. En 1884, donc 46 ans plus tard, le navire Mignonnette se voit pris dans une tempête près du cap de Bonne-Espérance, au sud de l'Afrique, et finit par couler. Et ça, c'est une histoire vraie, là, c'est documenté. Les 4 hommes à bord ont réussi à s'enfuir en canot, mais n'ont pas eu le temps de ramasser assez de provisions parce que justement, le bateau, il coulait. Ce qui fait qu'à un moment donné, il n'y avait plus rien à se mettre sous la dent. Donc, ils ont voulu tirer au sort la personne à sacrifier pour nourrir les autres. Mais finalement, un des hommes est tombé dans le coma à cause du manque de nourriture. Fait que les 3 autres ont fini par le tuer et s'en sont nourris. Et comment s'appelait cet homme? Richard Parker, comme dans le livre d'Edgar Allan Poe. Oui, c'est vraiment fou comme coïncidence. Et s'il y a des gens qui ont déjà vu le film Life of Pi, vous vous souviendrez peut-être que le tigre se fait nommer par le petit garçon Richard Parker parce que le tigre mange l'autre sur le bateau. C'est vrai. Ah mon Dieu, j'avais Mais ça, c'est une référence et non une coïncidence. Non, c'est pas une coïncidence, mais c'est quand même fou, là, ça. Oui, ça, c'est vraiment Puis, je veux dire, c'est horrible, là, la fin que cette personne a connue, là, aussi. Les 2 prochaines histoires sont peut-être pas tant une coïncidence qu'une question de c'est quoi les chances. OK. La première se passe en 1998. Bill Morgan, un camionneur australien de 37 ans, est impliqué dans un grave accident de la route. Il est hospitalisé et se retrouve dans le coma après avoir fait une réaction allergique à un médicament qui lui avait été administré, là, justement à cause de ses blessures de l'accident. Il a fait alors une crise cardiaque et il a été déclaré cliniquement mort pendant 14 minutes 38 secondes. Les ambulanciers ont réussi à le réanimer, mais il est retombé dans le coma pendant une douzaine de jours. Fait que là, les médecins, ils se sont questionnés sur les séquelles que Bill allait avoir à son réveil. S'il se réveillait. Puis, ils ont posé la question fatidique à la famille. Est-ce qu'on continue les soins ou on le débranche? Puis, ils ont à peine eu le temps de réfléchir à la question que Bill s'est réveillé sans aucune séquelle. Un scénario qui était loin d'être envisageable. Déjà là, tu te dis, le gars, il est quand même vraiment mardeux. Quelques mois après son accident de voiture, sa crise cardiaque et son coma, Bill s'achète un ticket à gratter, gagne une Toyota Corolla, trouve un nouvel emploi et se fiance. La chance lui sourit. Toyota Corolla, ben, OK. Non, mais quand même, il la gagne, là, il l'a pas payé. Puis on pourrait croire que ça s'arrête là, mais non. Son histoire a attiré l'attention des médias locaux qui ont décidé d'en faire un reportage. Fait qu'ils ont demandé à Bill de reconstituer certains événements, là, dont le moment où il gratte son ticket de loterie et qu'il gagne sa Corolla. Bill s'exécute, il gratte le ticket. Il est l'heureux gagnant de 250 000 $. Sa réaction? Il a dit « J'arrive pas à y croire, je pense que je vais faire une autre crise cardiaque. » Apparemment que depuis, il achète un billet de loto à toutes les semaines. On comprend pourquoi. Voilà, au final, c'est quoi les chances de le gagner? Déjà, 1 fois, 2 fois, après 3 fois, oublie ça, là, mais ouais. La deuxième est tout aussi étonnante. Je suis tombée sur un article de la presse qui parle d'une certaine Isabelle, née le 7 novembre 1963. Alors qu'on s'apprêtait à célébrer sa première année de vie, les parents d'Isabelle ont dû se rendre rapidement à l'hôpital parce que sa mère a accouché de son frère Richard, qui lui aussi est né Richard le 7 Parker. novembre. Non. Lui aussi, il est né le 7 novembre, mais 1964. Donc, à 1 an d'intervalle. Ce qui veut dire que, sans être des jumeaux, Richard et Isabelle font partie de la même fratrie et partagent la même date d'anniversaire. Jusque-là, ça va. Ouais, ça va, mais c'est quand même cocasse. Oui, c'est rare, mais c'est pas comme « Oh mon Dieu, newsworthy ». Mais le plus cocasse, c'est qu'en février 1992, Sylvie, la femme de Richard, tombe enceinte. Et oui, Félix-Antoine a vu le jour le 7 novembre, comme son père et sa tante. OK, oui, quand même. Quand même, là. Ouais. Il y a un proverbe chinois qui dit « Pas de coïncidence, pas d'histoire ». Fait que l'équivalent de notre « ben voyons donc, ça se peut pas », tout ça. Mais dans ce même article, on apprend aussi que les chances sont souvent plus élevées qu'on le pense. Des mathématiciens ont par exemple calculé que les chances qu'un fils, son père et sa tante aient la même date de fête, comme c'est le cas de Félix-Antoine, Richard et Isabelle, est de 1 sur 133 225. C'est pas si pire. C'est pas si énorme. Pour te donner une idée de grandeur, là, t'as une chance sur 14 millions de remporter le 649. Fait que Richard, il est pas Richard, voyons l'autre, c'est quoi son nom déjà, là? Tout le monde s'appelle Richard.
Nomme-les toutes Richard pour la suite. Non, Bill Morgan, il est quand même vraiment mardeux là, d'avoir gagné 250 000 puis une Corolla. Fait que c'est ça, c'est pas énorme. Puis bon, c'est sûr que la durée de la grossesse, la période de fécondité influence beaucoup. Là. On pourrait dire comme, c'était en février, c'était pour la Saint-Valentin, il y a plus de gens, oui, c'est ça donne à des activités sexuelles, etc. Mais ça reste que... Je crois que c'est pas mal la période qui a le plus d'enfants. Novembre. Novembre, c'est la période. Mais avant, c'était en juillet. Ah! La génération d'avant, puis ça s'est tranquillement à shift. Cause de Noël, genre? Ouais, mais ça a comme switch. En tout cas, on fera un TikTok là-dessus. Intéressant. Ce qui m'amène à terminer donc cette partie sur une note un peu plus théorique. Les mathématiciens, les psychiatres et autres scientifiques se sont beaucoup intéressés au phénomène des coïncidences sans nécessairement s'entendre sur une explication. Donc, j'aurais pas d'explication aujourd'hui, mais j'ai envie quand même de vous parler de ce qui se dit là, dans la littérature scientifique. Au début du 20e siècle, le mathématicien Émile Borel a développé le paradoxe du singe savant. Autrement dit, si tu donnes une machine à écrire à un singe, il va taper sur les touches un peu n'importe comment. Mais selon Borel, à un certain moment, le singe pourrait reproduire un texte qui a déjà été publié, genre Hamlet de Shakespeare. Il y a littéralement c'est ça, par le hasard des exact. lettres éventuellement, oui. On s'entend, même Borel dit que la probabilité qu'un singe écrive mot pour mot Hamlet est quand même très, 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 très faible, mais ce n'est pas impossible. La probabilité existe, effectivement. Exactement. De son côté, pour le psychiatre Carl Jung, les coïncidences ne sont pas le fruit du hasard, mais seraient en plus d'une connexion en temps et en espace, une connexion entre les esprits humains. C'est ce qu'on appelle la synchronicité, soit une occurrence simultanée de deux ou plusieurs événements qui n'ont pas de relation causale entre eux, mais qui ont un sens pour la personne qui les vit. Je te donne des exemples du quotidien. Tu regardes ta montre, il est 11h11. Tu penses à une chanson, puis elle joue l'instant d'après à la radio. Tu parles avec quelqu'un, puis vous dites le même mot en même temps. T'appelles quelqu'un qui te dit justement qu'il était en train de composer ton numéro. Tu lis un livre ou tu regardes un film, puis il se passe un événement que toi-même tu vis présentement dans ta vie. Ou pour une raison X, tu décides de prendre un autre chemin pour aller au travail, puis t'apprends que sur ton chemin habituel, il y a eu un accident. Tout ça, c'est des phénomènes de synchronicité. Puis, en fait, c'est juste que tu les remarques plus. C'est ça. Il y a 3 caractéristiques qui ressortent au niveau de la synchronicité. L'imprévisibilité de l'événement, l'absence de lien de causalité et l'importance symbolique qu'on y accorde. Tu sais, on s'entend, tu mets pas ton alarme à 11h11 pour faire un vœu. C'est vraiment le hasard qui fait que tu as regardé ta montre à cette heure-là, puis là, tu te dis « Ah, là, je vais faire un vœu. » Ouais, puis t'es comme « Ah, c'est quoi les chances? » Mais les 46 autres fois que tu as checké l'heure dans la journée, tu n'as juste pas fait de cas de ça. Là. Ça fait juste adonner que tu regardes ta montre à ce moment-là. Pour certaines personnes, c'est juste un hasard, mais pour d'autres qui sont plus réceptives, il s'agit d'un signe de la vie. Fait que c'est pas tant une question de simultanéité que de sens qu'on donne à certains événements. On s'entend, on porte plus attention, comme tu disais, à ce genre de signes dans des périodes de doute, de remise en question, de transition. Tu sais, souvent, on va dire qu'on attend un signe de l'univers pour changer quelque chose dans notre vie, pour changer de carrière, pour avoir un enfant, des choses comme ça. Fait que la symbolique que tu donnes à des coïncidences dépend de ton inconscient, oui, mais aussi du contexte dans lequel tu te trouves. Si t'es malheureux dans ta job, puis que tu te dis « Je suis pas prête à quitter tout de suite, j'attends un signe », puis que, je sais pas, l'entreprise de tes rêves te contacte sur LinkedIn, là, tu te dis « OK, c'est le signe qu'il me fallait », puis tout ça, je saute à pieds joints, mais tandis dans le fond, que t'étais déjà pas heureux, là, tu sais, ça n'a pas ça. rapport. Exactement. Évidemment, il faut faire attention là, à pas tout interpréter et chercher des signes où il n'y en a pas, mais moi, je me dis, tant que ça fait pas de mal, le monde peut bien croire ce qu'il veut. Oui, puis des fois, ça se pourrait qu'en fait, ça soit vraiment le cas, qu'il y ait vraiment des trucs reliés. Exact. Who knows? Fait que bref, j'ai pas d'explication pour chacun des concours de circonstances que je t'ai présentés aujourd'hui, mais toujours est-il que je constate qu'il y a vraiment une part de probabilité mathématique. Tu sais, Richard Parker, c'est quand même pas un nom, tu sais, c'est quand même assez commun là, comme nom. Puis il y a une part d'interprétation aussi psychologique, évidemment. Fait que voilà. Super intéressant, des exemples vraiment nice. Ouais. Puis c'est ça, de penser le côté mathématique, c'est que oui, ça se peut. C'est juste que les chances sont minces, mais on est des milliards sur une histoire de centaines d'années. C'est comme les chances qui peuvent arriver sont là. C'est un peu là-dedans que je m'en vais aussi aujourd'hui, parce que comme j'avais parlé au début de l'épisode, je veux parler de l'expression « effet papillon ». Oui. Puis je vais y aller aussi dans un côté mathématique et scientifique en début et finir avec des exemples. Fait que je suis un peu l'inverse de toi, fait qu'on condense notre partie scientifique en un seul bloc.
Donc, c'est ça. Mon objectif du jour, c'est couvrir l'origine du terme effet papillon. Ouais. Parce que j'aime ça expliquer les origines d'expression, comme je fais dans nos L'étymologie, TikTok. tout ça, ouais. Puis après, parler des histoires d'effets papillon, c'est rigolo. Donc, commençons par le commencement en te mettant on the spot. Hélène, Oui. saurais-tu me dire, dans tes mots, plus ou moins, la citation qui a mené à l'origine de l'expression effet papillon? Je me souviens plus de la citation exacte, mais je sais que c'est une affaire genre le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut causer une tempête au Mexique ou en tout cas ailleurs dans le monde. Là. Je me souviens plus. T'es vraiment proche, c'est au Texas. Au Texas, c'est ça. Mais il y a aussi une autre petite modification OK. dans la phrase, parce qu'on l'a dit toujours un peu à l'affirmative, mais à la base, c'était plutôt une question. OK. C'était « Le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas? » Ah, c'est ça, c'est une tornade, ouais. La question était le titre d'un panel animé par le météorologue américain Edward Lorenz en 1972 lors d'une conférence scientifique. Fait qu'on comprend mieux l'aspect tornade quand on sait que c'est des gens qui passent la journée à analyser des nuages. Ouais. Le but de la conférence n'était donc pas simplement d'aller déclarer au monde l'existence d'effets dominos clairs et nets, mais plutôt réfléchir sur les mathématiques et la physique, plus précisément sur la théorie du chaos. C'est vraiment intéressant. Oui, effectivement, super intéressant parce que oui, on rentre dans le monde dangereux des mathématiques et des problèmes complexes de prévisibilité aujourd'hui. Donc, si ce n'est pas votre tasse de thé, je vous rassure, éventuellement, on va arriver à l'histoire suivante, c'est-à-dire comment les Eagles de Philadelphie ont influencé le dernier album de Taylor Swift. Fait que, suivez-moi, puis vous allez être récompensé. À cause de son chum ou... Non, son chum, il était à Kansas City, mais son... Essaye pas de deviner. Son beau-frère. Non, c'est une très longue histoire qui n'a aucun rapport. Là. Je veux y aller vraiment plus loin que ça. Du coup, bien que le titre de la conférence était accrocheur, Lorenz se doutait qu'on allait un peu rire de lui dans une salle remplie de nerds si c'était simplement ça sa question à l'audience. Il débutait donc sa présentation en remettant sa question en perspective avec 2 propositions. Je vais donc les citer, puis ça va nous aider à comprendre pour la suite. Okay. La première, c'est si un seul battement d'aile d'un papillon peut avoir pour effet le déclenchement d'une tornade, alors il en va ainsi également de tous les battements précédents et subséquents de ses ailes, comme ceux de millions d'autres papillons, pour ne pas mentionner les activités d'innombrables créatures plus puissantes, en particulier de notre propre espèce. Ça l'enfant en Christie, des tornades, ça? C'est ça. Fait que on va y revenir. Je vais résumer par la suite. Et la deuxième citation, c'est « Si le battement d'aile d'un papillon peut déclencher une tornade, il peut aussi l'empêcher. Si le battement d'aile d'un papillon influe sur la formation d'une tornade, il ne va pas de soi que son battement d'aile soit l'origine même de cette tornade, et donc qu'il ait un quelconque pouvoir sur la création ou non de cette dernière. » Hey, je me rends compte que ça fait longtemps que j'ai quitté l'université, là, parce que moi, les hypothèses puis tout, là... C'est ça. Que retirer de ces 2 longues citations, j'y arrive. Je vais vous les résumer puis parler un peu là, de la théorie derrière parce que je peux comprendre que c'est un peu lourd là, juste à l'audio comme ça, sans le relire et prendre le temps de se poser. Donc, je vais vous expliquer ça un peu à ma façon là, parce que j'ai quand même passé mon cours de calcul intégral sur le cul au cégep. Là, fait que... à apprendre avec des pincettes. Moi, tu vois, celle-là, je l'ai réussi. Différentiel a bien été, intégral, je sais pas pourquoi. Moi, pourtant, c'est l'inverse, justement, à l'un de l'autre. Donc, Lorenz travaillait sur des problèmes de prédictibilité, et qui est les prévisions météorologiques, c'est un météorologue, en utilisant des lois mathématiques créées par Galilée et puis développées par Isaac Newton. On utilise encore ces... Attends, lui, c'était à quelle époque qu'il a fait 1972. OK. Mais c'est les lois mathématiques de base. Donc, c'est toujours utilisé. Oui. Parce que selon ces lois-là, les conditions initiales permettent de déterminer l'état futur d'un système, et ça grâce au calcul différentiel. Tu sais, tu passes avec un point A, ça t'amène à quelque chose. Donc, ces lois mathématiques prédisaient que toute action X aurait des conséquences Y prévisibles selon les maths. L'affaire, c'est que Lorenz a alors travaillé sur le fait que d'ajouter des petites variables minuscules entre 2 situations initiales pouvait alors conduire à des situations finales complètement différentes. Notamment, on pourrait dire qu'on rajoute un battement d'aile à la situation X, et donc au lieu d'arriver à Y, on finit par arriver à Z. Du coup, Lorenz est arrivé à la conclusion qu'il n'était pas possible de prédire correctement les conditions météorologiques à très long terme, car une seule petite incertitude, aussi minime soit-elle, lors de la saisie de données, pouvait mener à des prévisions complètement erronées. Donc, on ne pouvait pas, mettons, prédire la météo dans un an. C'est pour ça que Météo Média s'en restreint à 14 jours. Oui, parce que Même encore là, ils n'ont pas tout le temps de raison. Oui, mais vous allez voir après tout ça que vous allez leur donner un peu de lousse, malgré tout. Parce que des incertitudes en mathématiques, il va toujours en avoir. Il y a toujours un degré d'erreur. On fait toujours, il y a 3% de chance. Marge d'erreur.
Puis des choses qu'on ne peut pas prévoir dans la nature, il y en a énormément, puis on ne peut pas y échapper, hein, justement. Tantôt, tu parlais de choses qui, mettons, ont une chance sur X d'arriver. Ouais. Donc, disons qu'il y a une chance sur 10 milliards que quelque chose se produise. Mais il y a quand même une chance. Il y a quand même une chance que ça arrive, et ça, même du premier coup. Donc, finalement, si ces choses-là peuvent arriver, mais tu ne veux pas nécessairement les mettre dans tous tes calculs mathématiques parce que c'est une chance sur 10 milliards. Tu ne vas pas inclure chacune de ces petites affaires-là parce qu'il y en a vraiment une infinité, puis ça amènerait à un niveau de variation infime dans ton calcul de base. Ceci nous ramène donc à nos papillons. Lorenz amène donc le point qu'on ne considère pas le battement d'aile du papillon lorsqu'on calcule les probabilités d'une tornade. Or, il pourrait avoir une influence, aussi minime soit-elle, et en va ainsi de tous les autres papillons. Donc, c'est un peu ça qu'il veut dire, c'est que ça peut avoir une influence, mais on ne peut pas le calculer, mais... On peut pas le nier, mais en même temps, on peut pas comme complètement l'inclure. On peut pas l'inclure à chaque fois qu'on calcule la météo parce que sinon, c'est qu'un calcul de genre 46 millions de lignes. Puis en fait, si on revient à la deuxième citation, oui, le battement d'aile pourrait mener à la formation d'une tornade, mais aussi, il pourrait l'empêcher. Fait que comment le rendre dans ton calcul? La réponse est on le fait pas. Hein? On peut pas inclure ces calculs-là. Donc, est-ce que ça peut? La réponse est peut-être. Si ça rentre dans la théorie du chaos où un changement minime peut mener effectivement à des résultats complètement différents. Donc, ça va toujours rester une science un peu imprécise. Donc, voilà un peu mon résumé le plus digeste possible de ce qu'on appelle la sensibilité aux conditions initiales pour servir l'épisode d'aujourd'hui. Merci pour ton TED Talk. Merci. Je suis celui de Lorenz qui, lui, n'a pas inventé cette théorie-là. Ça vient plutôt de Henri Poincaré lors de ses travaux sur le problème à n corps, ou ce qu'on appelle aussi le Three Body Problems pour les gens qui ont écouté la série Netflix. Ça n'a pas tant rapport à la science-fiction quand même, mais c'est basé sur cette théorie-là. Donc, voilà. Très intéressant. Mais bon, du coup, qu'est-ce que ça dit sur notre utilisation du terme effet papillon de nos jours? Qu'on l'utilise un peu à tort et à travers. Hein? Comme tout. Hein? On en parle surtout... On est bon là-dedans. Oui, effectivement, on est très bon. On en parle surtout comme d'un effet de boule de neige, alors qu'initialement, c'était plutôt pour désigner une variable infime dans un calcul mathématique. Malheureusement ou heureusement, par contre, il est difficile de calculer mathématiquement ce qui va arriver dans l'histoire. Plus que la météo, c'est encore pire là-dedans. Ça a été fait juste par Harry Seldon dans la série Fondation d'Isaac Asimov, mais là, je m'éloigne vraiment du sujet, puis ça va être genre comme un très petit nombre de gens qui vont savoir de quoi je parle. Donc, il est difficile mathématiquement de prouver qu'une série d'événements sont réellement survenus simplement à cause d'une seule action initiale. Il y a toujours plein d'autres éléments autour qui peuvent influencer. Et donc, l'élément qu'on considère comme initial a peut-être juste accéléré des situations qui allaient arriver anyway. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, je trouve on prend des raccourcis là, quand on essaie de 100%. s'expliquer un événement puis qu'on ne prend pas en compte certains facteurs. Là, en communication, on a ce qu'on appelle un pestel là, quand on fait une étude de marché, par exemple, ou des choses comme ça. Fait que là, c'est de voir toutes les contraintes politiques, économiques, environnementales, technologiques, puis tout ça. Mais quand on... Plus tu creuses, tu peux toujours avoir une affaire au-dessus. C'est ça, exactement. Puis il y a plein d'affaires qui peuvent avoir une influence auxquelles on pense pas nécessairement. Fait que j'ai l'impression que c'est ça, on a tendance à dire comme on va prendre cette explication-là parce que c'est la plus logique, mais finalement, c'est probablement même pas ça qui a causé ça, ou en tout cas, ça a eu une incidence, mais pas juste avec ça. Puis si ça avait été lié à un autre événement ou à un autre fait, la tournure aurait été complètement différente, là, comme tu dis. Fait que j'ai l'impression qu'on fait vraiment comme tu dis, là, c'est pas un effet papillon, mais plus un effet domino de comme, OK, le domino 1 est tombé, fait que le domino 2 oui, on le simplifie vraiment beaucoup. Puis des fois, cet effet papillon-là provient d'un autre effet papillon. Là. Si on prend la technique des 5 pourquoi, c'est comme pourquoi tel événement est arrivé, c'est à cause de tel autre, mais tu peux toujours reculer quasiment à l'infini, tu sais, d'une certaine façon. Comme quand tu essaies de trouver c'est la faute à qui dans un certain... C'était dans quoi? C'est ça. Mais c'est ça, tu sais, des fois, tu te dis comme, je sais pas, la présentation, elle a mal été parce que telle personne est arrivée en retard. Des fois, c'est un cycle. Des fois, c'est un cycle. Mais des fois, c'est vraiment une ligne droite. Mais cette personne-là est arrivée en retard parce qu'il y a eu un accident. Puis là, eux, ils ont eu un accident parce que tout ça. Tu sais, tu peux tout le temps remonter puis creuser pendant des années. Là. Donc, techniquement, des effets papillons, il n'y en a pas tant que ça dans l'histoire, mais on peut quand même éteindre notre cerveau 5 minutes, là. Puis
se raconter une couple d'effets dominos comme ça sans que les mathématiciens ou des historiens fassent comme en fait, c'est parce que c'était vraiment plus ça qui est arrivé. Actually? Exactement. Donc, voici quelques effets papillons de l'histoire pour le plaisir, pour terminer cet épisode. Donc, premièrement, justement, si on regarde ça vraiment macro dans l'histoire, un exemple d'effet papillon ou de cause à effet peint de façon globale, on peut voir un trade entre les Ottomans et la colonisation de l'Amérique. Comment? Eh bien, malgré que les Ottomans n'ont pas colonisé eux-mêmes l'Amérique, ils ont pris le contrôle du Moyen-Orient au 15e siècle. C'est ce fait-là qui a mené qui contrôle la route des épices, qui a mené à l'Espagne à financer le voyage de Christophe Colomb, qui voulait aller en Asie et finalement est arrivé en Amérique. Donc, tu peux dire que d'une certaine façon, c'est de la faute des Ottomans. C'est un raccourci, puis on aurait finalement découvert l'Amérique autrement sans eux. Là. Il y aurait eu d'autres bateaux, d'autres voyages. Jamais. Ça aurait été toujours une terre mystérieuse. Les Amériques seraient restées une terre pure. Oui. Le plus grand effet papillon de l'histoire, selon plusieurs, par contre, demeure l'assassinat de Franz Ferdinand, alors qu'il est vu comme l'élément déclencheur de la Première Guerre mondiale. Par contre, les historiens s'entendent plutôt pour dire que c'est la goutte qui a fait déborder le vase de l'animosité super intense entre différentes nations qui attendaient juste une occasion pour se tapocher à la gueule. C'est ça, c'est peut-être l'élément déclencheur, mais il y a eu des prémices avant, là. Oui, il y a des prémices avant, mais ça me tentait quand même de faire un résumé super basic, vraiment épais de la situation. Donc, voici. Donc, l'archiduc austro-hongrois se fait assassiner en 1914 par un Serbe lors d'une visite à Sarajevo. Oui. J'ai d'ailleurs, parenthèse, vérifié, c'était où qui s'était fait tuer à Sarajevo. OK. On l'a visité sans le savoir. Je sais pas si tu te souviens, il y avait un pont. J'ai dit, hey, ça, c'est le pont latin, c'est sur Google Maps, mais c'est vraiment laid. Pourquoi qu'il nous amène là? Ben, c'est là qu'il s'est fait tuer, Franz Ferdinand. Donc. Beau lieu touristique, ça. Ben, ça le dit pas pour ça, c'était juste pour l'architecture qui était vraiment considéré comme latin, mais ça reste que c'est quand même un lieu important dans l'histoire. Oui, donc on a marché où Franz Ferdinand s'est fait assassiner. Mais tout ça pour dire que ça a résulté, vous allez voir, au fait que l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. La Russie, alors alliée avec la Serbie, a déclaré en retour la guerre à l'Autriche-Hongrie. L'Allemagne, qui était alliée à l'Autriche-Hongrie, a décidé de déclarer la guerre à la Russie, mais c'est là que la France, alliée à la Russie, a donc aussi déclaré la guerre à l'Allemagne. L'Allemagne a alors répondu en faisant « En ouais, ben on va traverser la Belgique pour vous venir vous péter à la gueule d'abord aussi. » L'Angleterre, qui regardait ça au loin, a fait comme « Yo, la Belgique, c'est mes chums, ils n'ont rien fait, fait qu'on va embarquer là-dedans, puis on va aller péter à la gueule les Allemands aussi. » Donc voilà, bienvenue en Première Guerre mondiale. J'adore ce résumé-là. J'espère que ça va être un extrait. Ce n'est pas seulement la Première Guerre mondiale qui est regardée avec un effet papillon qu'on a en tête. On a tous déjà entendu la blague comme quoi « Ah, ben si Hitler avait été accepté dans une école d'art, ben il n'y aurait jamais eu la Deuxième Guerre mondiale. » C'est pas des blagues, il me semble on nous l'a dit à l'école, genre dans nos livres d'histoire ou de quoi, là. Ben, je sais pas, là, mais tu sais, c'est comme « on va voyager dans le temps puis tuer Hitler pour pas que ça l'arrive, la Deuxième Guerre ou des choses comme ça. » Mais il y aurait eu une Deuxième Guerre mondiale, peu importe. Il y avait une montée de l'extrême droite en Allemagne, peu importe, étant donné les conditions de la Première Guerre qui les ont mis vraiment dans la merde et plein d'autres trucs par la suite. Mais disons, prenons que c'était justement à cause d'Hitler qu'il y a eu une Deuxième Guerre. Mais sache que c'est pas juste l'histoire de l'école d'art qui aurait fait qu'on n'ait pas d'Hitler dans l'histoire, parce qu'il aurait pu être mort à plusieurs reprises. Mais oui, il a fait la Première Guerre mondiale, lui. Il a fait la Première Guerre mondiale, effectivement. Mais même avant ça, à l'âge de 4 ans, en 1894, à Passau, Hitler a été occupé à jouer à la tag avec ses amis sur un lac glacé. Puis après ça, on vient de dire c'était vraiment mieux dans le temps quand nos parents nous envoyaient jouer dehors sans surveillance. Ce qui devait arriver arriva. La glace a craqué sous mini-Hitler qui s'est retrouvé dans l'eau glaciale d'une rivière apparemment plutôt rapide. Ça l'a refroidi sur un temps. Oui, si c'était pas lui, on trouverait ça horrible comme histoire. Ceci étant dit, il y avait un autre jeune du coin, Johann Kuhnberger, quelque chose comme ça, qui l'aurait vu au loin, qui aurait plongé pour le sauver. Donc, je parle de ça un peu au conditionnel parce que Hitler n'aurait jamais avoué cette histoire, bien qu'elle circulait énormément à Passau. Non, ça le met dans une position de vulnérabilité. Exactement. Et d'autant plus parce que cet homme-là, il est devenu un prêtre catholique. Puis Hitler, il détestait pas juste les Juifs, les catholiques aussi. Je pense qu'il haïssait tout le monde. C'est ça. Donc, dire j'ai été sauvé par un prêtre catholique, ça ne sonnait pas très bien dans les oreilles d'Hitler. Par contre, comme tu as dit aussi, il est allé en Première Guerre mondiale et Hitler raconte l'histoire comme quoi il aurait été épargné en 1918 par un soldat britannique. Comme je te dis, cette histoire est racontée par Hitler lui-même, donc
à l'inverse, à prendre avec des pincettes parce que lui a dit la personne en question, c'est Henry Tandy. Henry Tandy, c'est le soldat le plus décoré de la Première Guerre mondiale. Une histoire un peu trop belle pour être vraie. Ouais. Niveau coïncidence, dans le fond, celui-ci aurait mis son fusil devant Hitler. Il aurait dit finalement, tu peux t'en aller. Sauf que C'est possible. c'est possible qu'un soldat ait fait ça, sauf que Tandy, ben, il a aucun souvenir de cette situation-là. C'était son sosie. Les dates et les lieux où ils étaient déployés concordent pas vraiment. On a vérifié son alibi. C'est son ça. mobile. Fait que il a dit ben ça se peut, mais je m'en souviens pas. Fait que disons que c'est pas arrivé en soi. Que Mais c'est toi, peut-être que Tandy. c'est arrivé puis qu'il a vu qu'est-ce que Hitler a fait après puis Non, il ben- avait honte de... Mais Hitler ne se ressemblait pas non plus. Il avait pas sa petite moustache back in the days. Puis tu sais, Ouais, on s'entend ouais. à ses 30 ans avant. Tu sais. Oui, Who non, mais c'est remembers? ça, mais il y a aussi le fait de, justement, il veut pas porter la responsabilité. Non, ben, de. il a dit C'est comme si c'est arrivé, c'est mon plus grand regret. Mais en fait, Ouais. il se souvient pas que cet événement-là soit arrivé. Puis de toute façon, ça concorde pas. Mhm. Anyway, c'est bien beau les moments d'histoire épiques et les guerres, mais je m'en voudrais en tant que gros nerd de ne pas switcher de cap complètement et parler de mon effet papillon favori, c'est-à-dire la création de Miles Morales, un personnage de Marvel et qui est une des personnes les plus importantes à utiliser le nom de Spider-Man. Ok, oui. La partie de l'histoire qui nous intéresse débute en 2010, tandis que Sony est en plein casting pour le reboot de Spider-Man après le succès de la trilogie avec Tobey Maguire. Il y avait plusieurs noms en liste, dont Andrew Garfield qui a finalement eu Oui. le rôle, mais ça faisait pas nécessairement l'affaire de tout le monde comme situation. Parce qu'il y a un homme qui a décidé de faire un blog post sur IO9 intitulé The last thing Spider-Man should be is another white guy. Le post en question allait alors en détail comme quoi rien dans l'origine de Spider-Man faisait qu'il devait absolument être blanc. Il pourrait être de n'importe quelle nationalité puis ça changerait vraiment rien au scénario en soi. Anyways, là. on voit même pas sa face. Ben c'est ça, 80% du temps, il y a un masque. Puis une des raisons pourquoi Spider-Man est populaire, c'est justement que ça pourrait être n'importe qui. C'est de Everybody's Hero. Tout jeune C'est vrai. se dit, je pourrais être un... Tu sais, comme il y a incognito le jour. Si ça puis- se trouve, dans le meme des Spider-Man qui se pointent du doigt, t'en as un noir, un blanc, puis genre un asiatique. Oui, dans une des versions, oui, effectivement. C'est clair. Parce qu'il y a plusieurs variantes de Spider-Man maintenant dans l'histoire. Mais ce post-là a enflammé les claviers des internautes qui sont alors mis à donner des suggestions sur qui pourrait jouer le rôle. Un des noms donnés à ce moment-là, c'était Donald Glover, a.k.a. Childish Gambino, a.k.a. Troy dans Community. Sa personnalité à l'époque fitait parfaitement avec le rôle. Glover lui-même il a repartagé l'idée sur Free Twitter avec le hashtag Donald for Spider-Man. Wow. Le hashtag est devenu un top trend. C'est sûr. Puis Si en plus, lui, il participe à ça. mais c'est ça, il a participé, puis il était populaire, il jouait justement dans Community, et dans le premier épisode de la saison 2 de Community, Glover portait un pyjama de Spider-Man dans la première scène dans laquelle on le voit apparaître. Bien entendu, il n'est pas devenu Spider-Man dans les nouveaux films, mais cette scène de Community a été regardée par Brian Michael Bendis, un auteur chez Marvel, qui a adoré le look de Glover, et il a donc décidé de créer un Spider-Man venant d'un univers parallèle qui lui ressemblait l'année suivante, en 2011, Miles Morales. C'est donc ben cool. Miles est devenu un héros populaire, d'autant plus que l'année suivante, c'était l'année de la deuxième campagne électorale de Barack Obama, donc c'est puissance au noir. Vraiment cool. Ça. Puis finalement, il y a eu un show animé nommé Ultimate Spider-Man. OK. Qui est-ce qui faisait la voix de Miles? Donald Glover. Oui, effectivement. Donc maintenant, on est rendu en 2024. Glover est un peu âgé pour jouer Miles Morales dans la vraie vie parce que c'est un adolescent. It's never too late. Ceci étant dit, il y a tout de même eu un caméo en 2017 dans le film Spider-Man Homecoming en tant que Aaron Davis, a.k.a. le Prowler, l'oncle de Miles Morales, et encore une fois dans le film Across the Spider-Verse en 2023. Plus un clin d'œil qu'autre chose, mais quand même, il a continué à être dans les films. Mais tout ça pour dire... Qui en a eu en esti des films de Spider-Man? Oui, mais les films animés de Across the Spider-Verse et Into the Spider-Verse ont rapporté 1,74 milliard de dollars. Quand même. Donc, tout ça part d'un blog post de quelqu'un fâché il y a 15 ans. Et maintenant, c'est une des franchises qui rapporte le plus d'argent. Fait que les gens, si vous êtes fâchés, écrivez sur Twitter. Et voilà, ça peut avoir un effet dans le futur. Au pire, ce sera juste Elon qui va être fâché. Ah, que c'est vous ça, disiez exactement. encore Twitter et pas X. Sinon, dans la catégorie rigolote au milieu d'un événement tragique, l'histoire de la brosse de Seth MacFarlane, le créateur de Family Guy et de American Dad. Quand tu dis la brosse, c'est Une bonne virée c'est ça. d'alcool. Pas la brosse à cheveux, là. Je vais te dire la date, tu vas comprendre un peu assez rapidement. Le 10 septembre 2001,
Seth MacFarlane a décidé de se saouler la gueule au point que le lendemain, il était tellement lendemain de veille qu'il a manqué son avion d'environ 10 minutes. Cet avion, c'était bien entendu un des 2 avions impliqués dans le crash du 11 septembre. C'est-tu vrai? Aïe, aïe. Donc, on n'aurait pas nécessairement eu ces émissions occultes pendant toutes ces années s'il ne s'était pas saoulé le 10 septembre. Aïe, aïe. Family Guy existait déjà, mais c'était comme pas vraiment populaire à ce Oui, moment-là, puis American Dad n'existait pas. Toujours dans l'ordre du World Trade Center, c'est pas vraiment un effet papillon, mais je voulais en parler. Michael Jackson, il y avait un rendez-vous aussi au World Trade Center cette journée-là, mais il a manqué son cadran. Fait que voilà, il n'a pas non plus été dans. Peut-être que c'est un effet papillon que. Ouais, mais il n'a rien fait de majeur par la suite, Michael Jackson. Ouais. Fait que c'est moins d'impact. Son pic était passé. C'était encore. C'est pas vrai, il est mort après. Oui, effectivement. Il y a eu quand même un bon pic à ce moment-là, je te dirais. Et puis finalement, chose promise, chose due. Comment est-ce que les Eagles ont influencé le dernier album de Taylor Swift? Pour comprendre cet effet papillon, il faut d'abord que j'explique un élément dans le fonctionnement du draft dans la NFL. Vous allez voir, c'est pas trop compliqué. L'équipe avec les pires stats de la saison a le premier choix au repêchage de l'année suivante. OK. Hein? On s'entend, ça va. C'est gentil pour eux. L'équipe avec le plus de bras cassés a le choix d'avoir quelqu'un potentiellement dans son équipe. Maintenant que c'est réglé, je t'amène en 1968, donc oui, très loin de l'album de Taylor Swift. Très loin de Taylor Swift tout court. Oui. Là. Elle n'a pas 80 ans non plus, Non. là. Une année terrible pour quelques équipes qui auraient bien aimé avoir le premier choix pour l'année prochaine. Ceci incluait les Eagles et les Bills. Ces 2 équipes étant d'ailleurs regardées comme étant en train de tanker, c'est-à-dire s'arranger pour perdre davantage histoire de s'assurer une meilleure place dans le draft. Ceci étant dit, les 2 étaient dans le fond du baril avec une seule victoire dans la saison et une partie nulle du côté des Bills. Donc à ce moment-là, vu que les Bills avaient une partie nulle, ils étaient mieux positionnés. Mais en fait, il y avait plus de victoires théoriques que les Eagles. Ouais, OK. Ça donnait donc le premier choix aux Eagles, jusqu'à ce qu'ils gagnent accidentellement une partie et donc finissent avec 2 victoires. Les Bills, quant à eux, sont passés proches de gagner une autre game, mais ils ont manqué une passe de toucher plutôt facile. Donc, les Bills se sont ramassés comme étant la pire équipe de l'année. Fait que c'est eux qui ont pu drafter en premier. Exact. OK. Donc, on arrive au draft 1969 et là, tu vas voir les choses se débouler assez rapidement. Et les Bills repêchent O.J. Simpson. Joueur ultra convoité à l'époque, il devient une super vedette et finit par rencontrer sa future femme, Nicole, lors d'un voyage à Beverly Hills en 1977. Sa future femme ou sa future victime? C'était sa future femme quand même. Vous allez me dire que Beverly Hills, c'est pas à Buffalo, effectivement, mais est-ce qu'il aurait fait ces voyages-là s'il n'avait pas été avec les Bills? Potentiellement que non. La suite de l'histoire, on la connaît. Nicole est malheureusement assassinée en 1994 et O.J. entre en procès pour meurtre et le tout est télévisé. Parce que ça, c'est les États-Unis. Oui. C'est le premier gros qui était télévisé. C'est un des premiers gros procès médiatiques. Son avocat est alors un ami de longue date qui ne pratiquait plus et qui s'est remis à pratiquer pour soutenir son ami. Robert Kardashian. Effectivement. Ce dernier devient alors super connu, la famille se développe un cercle encore plus huppé, sa fille Kim devient la styliste de Paris Hilton, ce qui la fait connaître du public. Quelques années plus tard, sa popularité explose avec la sortie de son sextape. Ouais. S'ensuit ensuite les téléréalités ainsi que toute la folie derrière la famille Kardashian. Kim finit aussi par sortir avec Kanye West, ce qui résulte qu'en 2016, elle entre dans un clash total sur Twitter, encore une fois, avec Taylor Swift. Ouais, à cause de... C'était quoi, c'est les Grammys ou... Ouais, c'est plusieurs années après les Grammys, mais il y a encore de l'animosité, puis les deux se sont mis à s'insulter. Et donc ça, c'était en 2016. Finalement, on se retrouve en avril 2024. Taylor Swift sort finalement une chanson nommée Thank You Amy, qui parle de Kim Kardashian. Ouais, parce qu'il y a des lettres en majuscules. C'est ça, K-I-M. Le K-I-M font... Donc voilà, les Eagles ont mené à une chanson de Taylor Swift. C'est quand même fucking drôle. C'est ça, voilà le lien super épique que je voulais vous donner en fin d'épisode. Et ça termine ainsi ma partie. Mais écoutez, si vous avez aimé cet épisode, on vous invite évidemment à vous abonner pour en écouter plus. Tout le temps. On est sur Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Deezer, toutes les plateformes. Oh, Deezer? Ouais, je nous ai inscrits LimeWire? sur Deezer. Non, quand même pas.
Puis sinon, ben, on est évidemment sur les médias sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube Short aussi, où on publie plus de contenu. Comme ça, des petites histoires insolites. On répond à des questions aussi niaiseuses. On décortique des expressions, comme tu le disais. Puis, ben évidemment, on fait nos éphémérides à tous les jours. Donc, vous pouvez aller retrouver ça. Voilà. Sinon, on se dit à dans 2 semaines. Bye!